L'âge adulte est l'âge propre de l'adaptation. Mûrir, c'est trouver sa place dans le monde. Cette phrase, à la fois simple et vertigineuse du philosophe français Emmanuel Mounier, résume sans doute ce que beaucoup d'entre nous expérimentent au fil du temps, apprendre à composer avec la vie, avec ses imprévus, ses tournants, ses rencontres. Car s'adapter, ce n'est pas renoncer, c'est continuer d'avancer autrement, c'est transformer l'obstacle en tremplin, le changement en opportunité, et parfois même la perte en renaissance. Dans un monde où nos passions se multiplient, où nos envies se croisent, où le chemin semble rarement linéaire, l'adaptation devient cette force tranquille, presque invisible, qui nous permet de faire le lien entre tout ce que nous aimons et aussi tout ce que nous devenons. Comment parvenir à relier les univers qui composent nos identités de plus en plus riches et complexes? Comment ne pas choisir un seul chemin en sacrifiant les autres, mais tracer un chemin unique à multiples voies? Comment rester fidèle à ce qu'on aime, à ce qu'on est aussi, tout en trouvant sa place et en visant l'excellence? Et si les réponses à ces questions de l'adaptation comme boussole se trouvaient dans le parcours atypique de notre invité? De l'audiovisuel à la diplomatie, des festivals de cinéma aux institutions internationales, elle a justement appris à faire de l'adaptation non pas une contrainte, mais une compétence, presque une philosophie de vie. Adriana Rabé, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ozambaland. Alors avant de revenir sur votre parcours, parce qu'on en a des choses à dire sur cette trajectoire, que vous inspire cette idée de cette citation: «Grandir, mûrir», finalement, c'est une phase d'adaptation qui est permanente pour trouver, garder sa place dans le monde. Est-ce que c'est cela la véritable croissance finalement? Merci beaucoup Clémence de me recevoir aujourd'hui sur cet épisode d'Ozambaland. Je suis ravie, d'échanger avec vous et de me présenter auprès des auditeurs, de votre podcast. Alors c'est une phrase très, très intéressante pour démarrer cet épisode de podcast. J'aimerais tout d'abord dire que, eh bien, quand on est malheureusement, on n'est pas avec un mode d'emploi. Chaque jour, on avance petit à petit, on fait chaque pas, au départ avec ses parents, puis individuellement, avec, des amis, de la famille. Et donc effectivement, grandir, c'est, s'approprier un petit peu son monde, faire en sorte que chaque élément, faire en sorte que chaque élément nous aide un petit peu à grandir, à découvrir le monde, à avancer en tant qu'individuel. Donc oui, grandir, c'est, en même temps trouver sa place et permettre aux autres de trouver leur place aussi dans notre vie. Alors, j'en ai parlé, en vous présentant. Vous avez un parcours qui est, atypique. On va revenir, d'ailleurs dessus tout au long, de ce podcast avec, comme, élément central, cette notion d'adaptation. Pour nos auditrices et auditeurs, comment pourriez-vous, vous présenter, rapidement au regard, de ce parcours, particulièrement diversifié? Oui, alors, peut-être une première présentation assez simple. Donc je m'appelle Adriana Rabé, je vais avoir 29 ans, 24 décembre. Oui, c'est important. Je suis née à Madagascar. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans avec ma mère. Nous avons, du coup vécu ensemble, à Brest, en Bretagne. Ma mère m'a élevée toute seule, elle était femme de ménage et donc je fais toute ma scolarité, là-bas jusqu'au bac. Après le bac, nous avons fait le choix de venir à Paris, pour mes études supérieures avec mes petits frères et c'est à Paris que j'ai découvert vraiment un autre monde, d'autres portes, d'autres opportunités qui m'ont conduit, justement à, devenir la personne que je suis aujourd'hui et à découvrir, les différents parcours professionnels qui sont, possibles pour nous. Alors, on va aborder votre parcours dans un format, un peu particulier. On va sortir, de la trame traditionnelle d'Ozambalang qui est expertise et puis, parcours, puisqu'on va détricoter chaque fil de votre, parcours, explorateur pour justement mieux comprendre comment on peut parvenir, comme vous, à lier des passions qui n'ont parfois, aucun point, commun entre elles ou, viennent d'univers, très, antagonistes, en développant sa capacité, d'adaptation. Alors vous avez un début de parcours qui est assez, classique. Après une CPGE à Paris, puis une formation à Schema, vous réalisez un premier stage dans l'audiovisuel.
Vous enchaînez avec un échange au Brésil, puis un retour à Paris, puis un nouvel échange en Pologne. Alors déjà là apparaît le 1er défi qui est, l'adaptation à un parcours, international. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait de multiplier, ces échanges à l'international? Et à cette époque-là de votre vie, qu'avez-vous, appris sur vous, vos compétences, vos envies, grâce à ces expériences, d'échange, à l'international? Je pense que la première chose à souligner, c'est, ma soif de découvrir d'autres cultures. Je suis une personne très curieuse et j'ai toujours eu envie de découvrir d'autres pays, découvrir d'autres cultures. Donc pour moi, c'était vraiment important, cette étape de ma scolarité, de partir à l'étranger. Tout d'abord le Brésil puisque c'était un pays, qui m'attirait beaucoup en termes de culture, de gastronomie bien sûr, d'art, de musique, et aussi parce que j'ai appris le portugais, à l'université, enfin à Esquema durant mes études supérieures. Donc c'était une étape vraiment, importante et un peu, obligatoire, donc à ce qu'on vient de dire, de partir. Donc la curiosité, l'envie de découvrir d'autres pays. Ensuite, en tant qu'étudiant, je pense qu'on n'a pas souvent l'opportunité de partir comme ça et mon école donnait cette possibilité de partir en étant très, très accompagnée. Donc pour moi, c'était vraiment, obligatoire de partir dans le sens où je ne suis pas sûre que je l'aurais fait toute seule à cette époque-là. Donc c'est vraiment une étape, j'étais vraiment très accompagnée, c'était vraiment très sécurisé, on va dire, comme, départ. Donc je pense que c'est important pour chaque étudiant de partir dans ces conditions-là, puisque les démarches sont très, très, faciles en partant avec une école. Pour parler de ce que j'ai appris, peut-être en premier lieu, c'est que, j'avais une capacité très facile à apprendre les langues. Quand on est à l'école, au lycée, bon, on apprend parce qu'on est un peu obligé, et qu'on est noté, en fait, au final, par les examens, les contrôles, continus à l'école. Mais après, quand on se retrouve dans les pays, en fait, c'est à nous, en fait, de choisir ou pas d'apprendre la langue, du pays. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, au Brésil, même si j'avais appris le portugais avant de partir, j'ai vraiment adoré échanger avec, la population locale en portugais là-bas. Ça m'a permis vraiment d'apprendre très, très vite la langue et pareil en Pologne, j'ai pris des cours de polonais parce que, voilà, j'avais envie de découvrir la langue, mais pareil, c'est, vraiment cette capacité à apprendre très vite la langue, dans un pays. Il y a beaucoup de personnes qui partent à l'étranger sans jamais apprendre la langue au final. On peut vivre pendant, 7-8 ans à l'étranger sans parler un mot du pays. Donc moi, je pense que c'est vraiment cette capacité-là que j'ai développée, pendant mes échanges. Ensuite, quand on part à l'étranger, je trouve qu'on apprend à être, vulnérable, dans le sens où, on est beaucoup moins préparé à ce qui arrive sur place. Voilà, on n'est pas forcément avec nos parents qui peuvent, nous accompagner sur des démarches, sur des situations, un peu, qu'on n'a pas préparées en étant, accompagnés, par exemple. Et donc, on grandit un petit peu en découvrant un petit peu comment fonctionne la vie dans les autres pays. On accepte, les éléments qui nous tombent dessus. On apprend aussi à être un peu plus spontané, je pense. On se laisse aller vers d'autres personnes. On se laisse, découvrir d'autres activités, des événements, par exemple. Et pour ma part aussi, c'est, peut-être aussi apprendre à, accepter un peu plus mes émotions, dans le sens où, en général, quand je suis en France, je suis assez, refermée, on va dire, sur mes émotions. Je contrôle beaucoup mes émotions, alors que quand je suis à l'étranger, j'ai plus de facilité, en fait, à me laisser aller et à accepter un petit peu mes émotions, à les exprimer. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu faire de très belles amitiés, à l'étranger en me laissant voilà, en étant un peu plus vulnérable, accepter ses émotions et ne pas tout planifier, en fait, à l'étranger. Et justement, on reviendra sur cette gestion des émotions parce qu'en fait, elle est centrale, quand on souhaite développer, sa capacité, d'adaptation. Mais alors à ce moment-là, votre voie, semble tracée, dans l'audiovisuel, le culturel, puisqu'ensuite vous réalisez un stage de fin d'études dans la distribution et la vente de films. Pourquoi étiez-vous, autant attiré par le monde de l'audiovisuel, de la culture? Et est-ce que vos premières expériences professionnelles finalement vous avaient conforté dans, ce choix de carrière? Quand j'étais adolescente, je regardais énormément de séries américaines, je pense que je suis pas la seule. On était dans une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de séries. Il y avait la trilogie du samedi soir,
On consommait beaucoup, beaucoup de séries à l'époque et moi, j'adorais les séries qui étaient un peu, tournées vers les super-héros, tout ce qui était Flash, Arrow, les séries un peu comme Charmed et les frères Scott. Donc j'ai grandi avec ces séries-là et en les regardant, on est un peu connecté un peu avec les acteurs, les histoires. On a envie d'en savoir plus sur, les coulisses un petit peu, de ces productions et donc j'ai commencé en arrivant à Paris, j'ai commencé un petit peu à participer à des événements où on pouvait justement rencontrer les acteurs et les personnes qui travaillaient dans la production audiovisuelle et cinématographique et donc c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à m'intéresser un petit peu, aux coulisses, du monde audiovisuel. Et après du coup, pendant ma période de césure, j'ai eu envie de trouver un stage dans ce secteur-là. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé, la passion pour les séries et ensuite, l'envie, la curiosité de découvrir comment fonctionnait, l'envers du décor, en fait. Souvent, on dit que les métiers passion, c'est pas bien, mais là, pour le coup, pour moi, c'était vraiment un coup de cœur de travailler dans cet, environnement-là et j'avais envie de continuer, parce que, bah, j'aime beaucoup entendre les histoires sur la création de tous ces contenus audiovisuels. J'aime beaucoup rencontrer les fans, voir ce que, regarder ces séries, leur a apporté dans la vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui, voilà, qui ont des conditions pas forcément faciles et regarder des séries, ça leur permet justement de tenir le coup. J'aime beaucoup aussi rencontrer les talents, parce que c'est impressionnant mine de rien de voir comment, les personnages naissent à l'écran et après de voir le contraste avec, la personne, qui les interprète. C'est vraiment un univers incroyable. Et puis, coup du sort, le confinement, tombe, et c'est ce facteur extérieur qui remet, à ce moment-là en cause, en fait, tous vos plans, si je puis dire. Le monde de l'audiovisuel et plus largement de la culture, on le sait, est mis totalement à l'arrêt, par, tous les confinements, successifs. Et pour vous, c'est la solution des jobs alimentaires qui va alors, s'imposer. Avec le recul, quel, regard portez-vous, sur cette période? Maintenant, on est quelques années, plus tard et dans une période, d'incertitude, vous avez parlé tout à l'heure de vulnérabilité, comment on parvient justement à garder, un cap, quand on voit, des opportunités se fermer, par exemple là dans le secteur, culturel? De mon côté, je pense que, ce repos imposé m'a fait beaucoup de bien. Je suis une personne hyper productive. J'ai toujours besoin d'être, en action, de faire quelque chose, de m'occuper et ce confinement imposé m'a vraiment appris à mettre une pause dans ma vie, à me concentrer sur, d'autres choses importantes, que ce soit la santé mentale, la santé physique, me reconnecter un peu avec ma famille. Donc je pense pour moi, ça a eu un côté très, très positif, sur mon développement personnel. Et ce qui m'a beaucoup aidée, je pense, à surmonter cette période, tout d'abord, c'est le soutien de ma famille puisque, bah, ma mère, elle a été très, très présente pour moi, pendant cette période-là. Elle a toujours cru en moi, en mes projets, donc ce soutien, est très important pour moi et ensuite, je pense aussi, c'est, j'ai quand même confiance en mes rêves, dans le sens où, bah, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie d'accomplir et même si, le démarrage, on va dire, de mes projets prend un peu plus de temps, ça ne m'empêche pas d'y croire et de penser que je peux y arriver. Même si les délais sont, voilà, étendus dans le temps, bah, je sais que, je peux faire ça ou cela, malgré le confinement qui a été imposé donc c'est un peu comme ça que j'ai gardé le cap en me disant que, voilà, j'ai mes objectifs, ça commence un peu plus tard, c'est pas grave, mais ça me laisse le temps de les préparer bien. J'ai de la chance d'être bien entourée, j'ai des amis, qui sont là avec moi, j'ai ma famille qui est là également. Donc voilà, j'étais assez sereine, on va dire, même s'il y avait cette période un peu de retombées économiques et dans tous les cas, bah, tout le monde était dans la même situation donc bon, je pouvais rien faire dans tous les cas. Alors, vous parlez de repos, mais quand même la crise sanitaire pour vous, c'est également un moment de déclic dans votre vie professionnelle. Au hasard, d'une opportunité, d'une expérience, professionnelle, c'est cette expérience qui va donner une toute autre, tournure à votre carrière, presque un véritable, virage à 360°. Vous postulez à un poste un peu particulier en lien avec, les passes sanitaires justement. Qui va vous ouvrir, la voie de la diplomatie et des relations, internationales. Alors je tease un peu, mais est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience?
Et puis surtout, en quoi a-t-elle marqué un tournant, dans votre carrière et dans vos choix de carrière pour la suite? Oui, alors, c'est un post que j'avais vu sur LinkedIn. Vous savez, pendant la période du covid, les étrangers avaient des passes, enfin les Français qui étaient à l'étranger avaient des passes, propres au pays où ils étaient, et quand ils revenaient en Europe, il fallait que ce pass-là soit, converti en pass sanitaire européen. Hem, Quand j'avais postulé à ça, j'avais pas eu le poste, mais j'avais été recontactée par la suite pour faire une autre mission, heu au départ, c'était un peu une candidature un peu désespérée dans le sens où je voulais vraiment trouver du travail pour m'occuper, pour avoir un revenu et aussi pour quand même rester un peu active dans le sens où, j'avais besoin de quelque chose sur mon CV après cette période, un peu de pause au final, ça m'a permis de découvrir un autre environnement, un autre parcours professionnel qui a été très, très intéressant et très formateur pour moi. Je pense que c'était un tournant dans ma carrière dans le sens où au départ, je me voyais vraiment, que dans l'audiovisuel. Voilà, pour moi, l'événementiel, c'était audiovisuel, c'est tout. Je ne savais même pas qu'il y avait de l'événementiel, vraiment dans la partie diplomatique et en fait, arrivé dans tout ce qui est relations internationales, diplomatie, politique, c'est pas du tout un secteur dans lequel je me voyais, mais j'ai trouvé ça très, très intéressant et formateur dans le sens où j'ai pu découvrir d'autres aspects de la création de l'événement, d'autres enjeux, qui sont importants aussi dans la préparation des événements et ça me permet aussi de comprendre un peu mieux notre société aujourd'hui, comment fonctionnent, les relations entre les différents pays. Et alors ce poste vous a ouvert les portes d'un monde qui est totalement différent de la culture et de l'audiovisuel et qui est, quand même très particulier, voire un peu inaccessible. La diplomatie, c'est quand même assez, difficile à intégrer, comme, milieu. Comment parvient-on à transformer, cette occasion qui se présente un peu, par hasard, par le fruit, du contexte, en véritable opportunité professionnelle? Comment vous avez réussi à capitaliser, sur cette opportunité pour ensuite en faire un tremplin dans votre carrière? Peut-être pour donner un petit conseil aux personnes qui veulent intégrer, le monde de la diplomatie, des relations internationales, il faut savoir que, bien sûr, c'est souvent très difficile à intégrer, mais même en partant d'un tout petit poste, d'une toute petite mission, bah, moi j'avais été recrutée en tant que vacataire, qui est le format, heu, le plus flexible, on va dire, le moins, contraignant et le moins long. C'est vraiment possible pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer cet univers-là, de commencer à, découvrir un petit peu les coulisses des métiers, découvrir comment fonctionnent les institutions, les administrations françaises, en commençant par des petites missions comme ça et je pense que, hem, même si on n'a pas du tout vocation à travailler dans les relations internationales, la diplomatie, c'est une opportunité qu'il ne faut pas louper parce que, on peut vraiment découvrir de nombreux métiers. Qu'on soit passionné par la comptabilité, la gestion de projet, le suivi, je sais pas, des questions administratives, la vie des citoyens à l'étranger. C'est vraiment des postes qui permettent, voilà, de recruter des personnes avec des compétences vraiment, diverses et variées et de découvrir comment fonctionne notre pays. Et alors vous parlez de commencer justement par un poste, un petit poste et de vous parlez de compétences également. Vous, quelles sont les compétences que vous avez pu développer par cette expérience et par ce secteur que vous n'aviez pas pu acquérir au cours de votre formation? Quelles nouvelles compétences, sont venues compléter celles que vous aviez déjà acquises, auparavant? Quand j'étais en école de commerce, je pensais avoir le sens de l'organisation parce que, bah, je l'avais déjà, voilà, planifier les choses, m'organiser sur des projets, en travaillant en protocole, je me suis rendu compte que, ce que je faisais en termes d'organisation, c'était très, très minime. Dans le ministère, on organise des plannings qui sont vraiment millimétrés à la minute près, à la seconde près, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment très, très différent de l'organisation, dans la vie de tous les jours. Une compétence que j'ai pu développer, pendant mon expérience au ministère, c'est vraiment la gestion du stress. Lorsqu'on prépare un événement, hem, on pense qu'on a planifié, pensé tous les éléments, inimaginables et possibles du coup, sauf qu'il y aura toujours des problèmes qui vont survenir,
les problèmes qui peuvent être petits comme grands. Et ce qui est important de faire, ou plutôt de ne pas faire, c'est de montrer qu'on est stressé et qu'on n'a pas prévu ce problème-là. Par exemple, il faut pas que les invités, constatent, qu'on est stressé, qu'on n'est pas organisé. C'est vraiment important de garder un peu son sang-froid pendant ces événements-là, surtout que les enjeux sont beaucoup plus gros pour les événements, dits diplomatiques que culturels, dans le sens où on reçoit des personnalités assez importantes quand même dans les événements. Donc la gestion du stress et peut-être un point, qui n'est pas négligeable, que j'ai pu développer encore plus, pendant cette expérience-là, c'est, la sensibilité, on va dire, aux spécificités culturelles, dans le sens où on reçoit souvent des personnalités, étrangères, que ce soit des ambassadeurs, des ministres, des rois parfois aussi, hein, qui viennent, en France pour des visites et on se rend compte en fait que c'est très important de faire attention aux aux différences culturelles des personnes qu'on reçoit puisque, voilà, l'invité, c'est la personne qu'on reçoit. Donc c'est très important de faire attention, à ses traditions, ses coutumes parce que, dans la vie de tous les jours, c'est pas grave, on va dire, de faire une erreur. Mais quand ce sont des personnalités, de haut rang comme celle-là qu'on reçoit, ça peut avoir des grosses répercussions sur les relations diplomatiques. Donc ouais, les spécificités culturelles, c'est vraiment quelque chose auquel je fais de plus en plus attention maintenant. Et le milieu de la diplomatie, du protocole, c'est un milieu qui est quand même, très exigeant, très rigoureux, vous en avez, parlé. Mais qu'est-ce qui vous fascine le plus, dans le fait d'organiser les visites, officielles, de participer au protocole? Qu'est-ce que vous trouvez dans ce milieu de la diplomatie du protocole, que vous n'aviez peut-être pas trouvé, dans le milieu de l'audiovisuel et de la culture? Pour moi, j'ai vraiment découvert un autre monde, les coulisses de la vie politique, des relations internationales que je ne connaissais pas du tout, à part, derrière mon écran de télévision et sur mon téléphone quand je lis l'actualité, en fait. Hem et comme je le disais tout à l'heure, certaines choses qui peuvent nous paraître assez anodines et insignifiantes dans la vie de tous les jours, peuvent avoir un impact, énorme, dans les relations, diplomatiques. Par exemple, quelque chose que j'ai appris à faire, c'est, les plans de table. Quand on fait un dîner de famille, voilà, chacun s'assoit, où il veut. Il y a pas du tout d'organisation, voilà, je me mets à gauche, à droite, c'est pas important. Quand on reçoit des personnalités, il y a des codes à respecter, on ne peut pas asseoir n'importe qui à côté de qui. Il faut vraiment faire attention aux rangs protocolaires, aux affinités aussi, ça c'est très important. Pareil, quand on fait une photo de famille, on ne peut pas mettre n'importe qui à côté de qui. C'est très important. Tout est vraiment millimétré, heu, dans chaque séquence, en fait, des visites. Pareil, l'ordre d'arrivée des invités, il faut faire très attention à qui arrive quand. Le président, c'est souvent la personne qui arrive en dernier et qui repart en premier. Donc voilà, tout est vraiment millimétré, dans l'organisation d'événements avec des personnalités de haut rang comme ça et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans les événements culturels parce que, voilà, c'est plus, plus populaire, il y a moins, ce stress, en fait, de respecter certains rangs protocolaires, de respecter certains codes, en fait, des relations diplomatiques. Donc pour moi, c'est quand même un peu plus stressant d'organiser des événements avec, des personnalités politiques qu'avec des personnalités, du monde de la culture. Mais quand même, la culture, ne reste jamais très loin parce que vous êtes fan de culture, coréenne et donc, en 2022, nouveau voyage, direction, la Corée cette fois-ci. Et puis quand vous rentrez en France, vous vivez une expérience, que beaucoup, vous envient. Alors là, vous allez, faire des jaloux. Vous travaillez au Festival de Cannes et pas n'importe quel poste, en protocole et billetterie. Alors finalement, la boucle est bouclée. Vous avez réussi à concilier culture et relations, institutionnelles. Qu'est-ce que cela procure comme émotion de participer à un événement aussi grandiose que le Festival, de Cannes? Est-ce que c'est aussi un peu impressionnant? Faites-nous rêver un peu sur les coulisses de cet événement. L'avais bien dit, la boucle est bouclée. Pour le coup, j'ai vraiment réussi à aligner, les 2, ce qui est incroyable et improbable. Je pense que pour une personne qui travaille dans l'audiovisuel, voilà, le cinéma ou l'événementiel, c'est quand même un rêve, de se dire, «Waouh, je travaille pour le Festival de Cannes, le plus grand, festival du monde». Hem
et donc être impliqué, que ce soit de près ou de loin, dans l'organisation de l'événement, c'est toujours impressionnant, heu, pour n'importe qui, je pense. Ce qui a été très impressionnant pour moi, tout d'abord, c'était, de découvrir un peu les coulisses de l'organisation du plus grand festival du monde. Aussi de voir des centaines de célébrités réunies dans voilà, dans un seul espace, en fait, puisque, voilà, tout le monde est à Cannes pendant, 2 semaines. Hem, toutes les personnalités, culturelles, politiques viennent à Cannes, pour ce festival. Donc c'est vraiment, the place to be, j'ai envie de dire, en mai. Ce qui a été aussi peut-être difficile, enfin, je pense en tant que fan et passionné par cet univers-là, ce qui est difficile aussi, c'est heu, de rester professionnel. Dans le sens où, tous les jours on côtoie des personnes qu'on a vues à la télé, des personnes, que l'on admire, nous inspirent peut-être dans la vie de tous les jours et parfois c'est quand même difficile de rester professionnel dans le sens où, on a envie d'aller parler à une personne, qu'on a vue à la télé, qu'on admire. Moi par exemple j'aime beaucoup Viola Davis et elle est passée à 1 mètre de moi. J'ai dû rester professionnelle, j'ai dû ne pas je devais vraiment me contrôler pour ne pas aller la voir, lui parler, lui demander une photo, en fait. Bon, ça, c'est aussi un point qu'on oublie peut-être parfois dans le monde professionnel, c'est que, voilà, même si on rencontre des personnes dont on est fan, faut quand même, respecter certaines limites et ne pas montrer qu'on est fan, puisqu'on a quand même un événement à organiser derrière et que, hem, on n'est pas là pour être là en tant que fan, mais pour contribuer à l'organisation de l'événement. Tant qu'on y est, est-ce que vous pouvez quand même nous glisser une petite anecdote avec une personnalité, si vous pouvez? Un soir, on devait recevoir, Leonardo DiCaprio. Il voulait voir un film pendant une des projections, gala du festival. Sauf qu'il ne voulait pas, que tout le monde le voie aveugle. Il voulait vraiment venir en mode, incognito. Donc ce soir-là, Leonardo, il est passé par notre entrée et du coup, il est venu masqué. Il s'est vraiment camouflé pour pas que les gens le reconnaissent. Voilà, ça c'est une petite anecdote, des personnalités qui aiment, en mode incognito discret, parce qu'elles vont quand même envie de profiter tranquillement de l'événement et pas d'être, poursuivies par les fans ou les paparazzis. Donc voilà, une petite anecdote. Alors, pour reprendre le cours un peu du propos, tout à l'heure on parlait de la rigueur, du protocole des relations, institutionnelles, mais je suppose qu'il y a aussi des particularités du protocole d'un événement culturel, surtout un très gros événement comme, le festival, de Cannes. Quelles sont un peu les particularités justement de ce genre de protocole sur un événement, culturel? Un exemple pour montrer un petit peu la différence entre, on va dire, l'accueil des invités, côté culture et l'accueil des invités côté, ministère. Quand on a un événement, avec des ministres, des ambassadeurs, en général, on les annonce pas quand ils arrivent sur le tapis. Enfin, ils avancent, ils sont pris en photo. Il y a peut-être quelques membres du staff qui sont ces personnes-là et après voilà, ils vont s'installer en salle, et cetera. Dans le monde culturel, en général, quand on marche sur le tapis, on annonce les personnalités, quoi. C'est un peu une mise en scène, on va dire, de l'arrivée des personnes. Quand on va à Cannes, vous voyez bien, les gens montent sur le tapis rouge, il y a plein de photographes qui sont là, la suite en délire, les personnes sont annoncées, accueillies, par, les représentants du festival. Donc je pense que ça, c'est une petite différence, en fait, c'est, peut-être la mise en scène de l'arrivée est un peu plus grandiose, on va dire, côté culture, que côté ministère. Et là encore, l'adaptation, c'est la clé, en fait, de la réussite. Comment justement on arrive à transférer, des compétences, d'un univers à un autre quand les 2 univers sont totalement, différents? Quand on passe d'un univers, A à un univers B qui sont pas forcément, liés ou similaires, ce qui est important, je pense, c'est de prendre le temps d'échanger avec ses collègues, ses collaborateurs pour comprendre comment fonctionnent ces milieux et quels sont un petit peu les usages, hem, comment ça fonctionne dans ce milieu-là, pour ne pas faire d'impair, pour être sûr d'avoir bien compris comment ça fonctionne. Donc par exemple, quand je suis au ministère, je prends vraiment le temps de poser des questions aux autres agents pour voir, par exemple, voilà: «Est-ce que je peux faire ça ou ça?» Je prends vraiment le temps de lire un petit peu
les vade-mecum, on va dire, de la structure pour comprendre, comment fonctionnent les événements diplomatiques. Et pareil dans la couture, vraiment prendre le temps d'écouter, en fait, les autres personnes, d'apprendre comment ça fonctionne dans cet univers-là avant, de se lancer dans la préparation ou dans la planification, on va dire, de choses. Alors, pendant un moment, vous allez alterner entre, institutions publiques, donc vous allez passer par le ministère des Affaires étrangères, la direction des Français à l'étranger notamment et événements culturels. Vous allez participer plusieurs fois au festival de Cannes, vous allez également faire le festival d'Annecy. L'équilibre, semblait alors, parfait et puis parfois il y a des éléments extérieurs qui viennent, tout remettre en question. Tout à l'heure, on parlait, déjà de l'exemple dans votre parcours du confinement. Cette fois-ci, c'est un drame, personnel, qui vous touche. Vous êtes alors à Annecy au festival et vous décidez quand même de poursuivre, votre mission. Quand on sait avec, quelle force on peut être frappé, par certains événements, de la vie, est-ce qu'on peut aussi parler dans ce cas-là d'adaptation émotionnelle? Vous avez évoqué tout à l'heure l'importance d'accepter, d'accueillir la vulnérabilité. Est-ce que vous avez développé cette faculté d'adaptation émotionnelle, à ce moment-là, dans cette période de votre vie? Oui, oui, tout à fait, on peut parler d'adaptation émotionnelle. Hem, J'avais dit précédemment où je suis une personne qui a beaucoup de mal à exprimer ses émotions, à se laisser un peu aller par ce qu'elle ressent. Et lorsque j'ai perdu mon père en juin, quand j'étais à Annecy, c'était un peu une bataille entre, voilà, la raison et mes émotions. Pendant un jour, j'étais un peu, submergée par mes émotions, dans le sens où, bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie qu'il arrive, on s'y attend pas, on est pas préparé à ça. Et voilà, pendant un jour, j'ai vraiment beaucoup pleuré, j'étais très énervée, je comprenais pas, j'étais perdue, on est vraiment pas préparé à ce type d'annonce, et donc cette bataille entre ma raison et les émotions, c'est un peu, voilà, qui sera le plus fort au final, comment est-ce que je vais réagir? Et après ce premier jour de, où j'ai vraiment laissé, mes émotions prendre le dessus, heu, il y a eu une réflexion un peu qui s'est, opérée. Est-ce que, je dois rester et poursuivre un peu les festivités avec mon équipe? Est-ce que je dois partir? Sachant qu'en fait mon père, il était à Madagascar, donc dans tous les cas, c'était un voyage que je devais, organiser pour aller jusqu'à là-bas. Parce que mes parents sont séparés depuis longtemps et du coup, bah, chacun avait sa vie, ma mère en France et mon père à Madagascar. Donc il fallait vraiment se décider entre, voilà, est-ce que je reste, je pars? Si je reste, quelles sont les conséquences? Si je pars, quelles sont les conséquences? Et au final, je me suis dit: «Eh ben, même si j'arrête ma mission, mais en fait, je peux plus rien faire». Heu, pour moi, enfin, j'avais pas de champ libre, en fait, dans le sens où, c'était fini. Je sais pas comment expliquer. Oui, vous étiez impuissante par rapport à la situation. Oui, voilà. Dans tous les cas, enfin, heu, la chose est arrivée. Moi, je n'ai plus Le de contrôle sur l'événement. dans la vie de mon père, c'était fini. Donc pour moi, c'était plus important de continuer la mission, et d'y aller au bout parce que, ben, c'était un peu ce qui me permettait de tenir au final. Et donc l'adaptation émotionnelle, ça a quand même ses limites malgré, ce choix de la raison. C'est d'ailleurs, très naturel quand on est touché par ce genre d'événement. Vous décidez quand même de prendre une pause à la suite, de cette mission et encore une fois votre eldorado, c'est, l'étranger. Vous y passez, 4 mois dont 2 mois en Corée. Pourquoi les expériences à l'étranger, elles ont quand même quelque chose de très ressourçant, pour vous? Je vais peut-être commencer par une petite anecdote. Une chose que quelqu'un m'a dit une fois, un Coréen m'a dit une fois, et il se rendait compte que j'allais beaucoup en Corée. Hem, Là, j'y suis allée 4 fois du coup en tout et un jour il m'a dit: «Mais Adriana, pourquoi tu pars tout le temps à l'étranger? Surtout en Corée, enfin moi je comprends pas pourquoi tu viens tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fuis dans ton pays? Parce que c'est pas normal en fait de toujours avoir envie d'aller ailleurs alors que, ben, tu as une vie en France, tu as ta famille à Madagascar où tu vas pas finalement». Quand il comprenait pas pourquoi, j'avais ce besoin constant de partir et je me suis rendu compte que quand même, au final, sur le court terme, un voyage, ça permet vraiment de se ressourcer tout d'abord. Voilà.
on n'est pas bien avec son travail, son boulot peut être difficile, la vie, en France peut être difficile pour certaines personnes qui ont des difficultés. On a besoin de ralentir un peu. Partir à l'étranger, c'est vraiment, l'option, numéro 1, pour se relaxer, on va dire. Ensuite, sur le court terme, pareil, partir à l'étranger, ça m'a fait beaucoup de bien pour un petit peu, éclaircir mes idées, pour voir un petit peu ce que j'avais envie de faire, pour un petit peu, voilà, faire ma introspection, on va dire, loin de toutes les choses auxquelles je suis attachée, pour prendre du recul par après, c'est très, très bien, ça m'a beaucoup aidée. Mais du coup, en réfléchissant un petit peu à ce que la personne m'avait dit, avant, c'est vrai que sur le long terme, heu, ça peut avoir des effets, bon, pas négatifs, mais plutôt, on va dire, contre-productifs, j'ai envie de dire. Sur le long terme, je pense que si, on n'applique pas les enseignements de son voyage dans sa vie de tous les jours, les effets bénéfiques du voyage ne seront pas là. Dans le sens où, on peut partir voilà, pour guérir, en quelque sorte, pour se ressourcer, pour ralentir. Mais après, si on rentre chez soi et qu'on, refait les mêmes choses qui nous ont épuisés, au final, le voyage n'est pas du tout ressourçant puisque, bah, ça va être un cercle, qui va se poursuivre. On va, vouloir repartir encore à l'étranger, pour se ressourcer, puis revenir s'épuiser. Donc au final, les bienfaits seront pas du tout visibles. Donc pour moi, ce qui est important quand on part en voyage aussi, même si le loisir, c'est important aussi, mais moi, c'est le voyage, c'est aussi quelque chose de thérapeutique. C'est aussi dans le processus de guérison pour moi, de mes difficultés. Ce qui est important donc dans le long terme, c'est, vraiment d'appliquer les enseignements qu'on a mis, grâce à ce voyage dans sa vie de tous les jours. En janvier, vous retournez, au ministère des Affaires, étrangères pour une nouvelle mission après, cette pause et donc en protocole pour le sommet sur, l'intelligence artificielle et la conférence de l'ONU sur, les océans. Après, tous ces événements, tous ces voyages, justement, vous dites de tirer, des enseignements de ces voyages. Est-ce que vous avez abordé ce retour avec un état d'esprit, neuf? Tout d'abord, j'aimerais juste préciser qu'en fait, j'avais même pas prévu de repartir au Rhinstone. Je suis juste tombée sur une offre, en gros. Une nouvelle fois. Voilà, voilà. Comme quoi, bah, bien les choses. Mais du coup, oui, j'ai découvert une offre sur le site du ministère. J'ai postulé, j'ai eu l'entretien et la mission et ce qui est intéressant, je pense, pour de nouveau, boucler la boucle, on va dire, de mon parcours professionnel, c'est que ce protocole-là, enfin ce service-là, était un service du coup du protocole, mais différent de l'autre service. Dans le sens où, cette mission-là, c'était vraiment dans l'angle, logistique, opérationnel de l'événement, alors que l'autre, c'était plutôt dans l'angle, des invités. Et donc, pour cette mission-là, je revenais un peu sur ce que je connaissais, hein, de ce que j'avais fait dans le cinéma audiovisuel. Puisqu'il fallait vraiment préparer, l'événement, dans sa forme. C'était le lien avec les prestataires, tout ce qui était, voilà, logistique un peu de l'événement et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, du coup, c'était de voir ce que c'était un peu, bah, voilà, c'était, l'aboutissement, on va dire, de toutes les expériences dans le sens où, voilà, j'avais le côté diplomatique puisque les personnes qu'on accueille, ce sont des personnalités du monde, des relations internationales. Le côté, logistique événementielle que j'avais appris, dans l'audiovisuel et le cinéma. Donc là, j'ai vraiment pu, utiliser toutes mes compétences, on va dire, dans cette mission-là et voilà, j'ai un peu découvert le protocole sous un autre angle qui se rapproche plus de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, au regard de ce parcours qui a quand même été, très atypique et hyper riche, quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise, parmi, toutes ces expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles? Bon, ça va peut-être sembler un peu peut-être bateau ce que je vais dire, mais ce qui est important de retenir dans mon parcours, c'est que rien n'est tracé, rien n'est acquis. Même si un jour on a envie de faire une chose, voilà, travailler dans l'audiovisuel, ça ne veut pas dire qu'après on ne peut pas s'orienter vers un autre secteur. Les portes ne sont jamais fermées. On a toujours la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes
Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir dans mon parcours et aussi, c'est très important dans ces secteurs-là, d'être curieux au final, en fait, parce que, bah, voilà, c'est comme ça qu'on va découvrir comment ça fonctionne dans ces univers-là et un autre élément très important, si je peux, partager autre chose, c'est, il faut oser. Pour ma part, je n'avais aucun lien avec les relations diplomatiques, la politique. Pourtant, j'ai quand même postulé dans une administration française et voilà, mon profil est passé parce que, j'ai osé postuler parce que j'avais les compétences déjà, dans d'autres secteurs qui correspondaient avec ce qu'ils recherchaient. Donc vraiment, il faut oser et ne pas se mettre des bâtons de barrière. Et quand même, quand on a toutes ces expériences, hyper différentes dans des secteurs, on l'a dit, très antagonistes, qui fonctionnent avec leur propre code, est-ce qu'il y a quand même des moments où vous êtes pas senti un peu dérouté? Ou est-ce que vous êtes dit, «Qu'est-ce que je suis en train de faire? Où je mets les pieds? Qu'est-ce que je vais faire dans ce secteur?» Est-ce qu'il y a eu des moments un peu de doute, de fragilité? Comment vous les avez, surmontés? Bah, tout d'abord, le marché du travail qui nous rappelle que, nous sommes un peu une anomalie, dans le secteur, dans le marché, dans le sens où, déjà, on s'attend à ce que les candidats aient des profils un peu plus lisses, en termes de secteur. Et beaucoup de recruteurs qui m'ont demandé: «Mais pourquoi vous travaillez un coup dans la culture, un coup, dans la diplomatie? Enfin, c'est pas normal, en fait, votre parcours, vous êtes trop polyvalente». Ça fait peur aux recruteurs, en fait, d'avoir les candidats qui sont un peu, ouatas-outsi, on va dire, dans le sens où ils savent travailler dans plein d'univers comme ça. Et aussi, de voir que j'ai un profil qui n'est pas tourné vers les postes stades comme les CDI, ça fait très, très peur aux recruteurs. Ils comprennent pas pourquoi je change tout le temps d'entreprise, de structure. Ça peut inquiéter dans le sens où, voilà, ils ont peut-être peur que je sois pas capable de m'adapter sur le long terme sur des missions, que je sois pas capable de m'intégrer plus que ça dans les équipes. Donc je pense que ça, c'est vraiment, des points négatifs, on va dire, de mon profil, puisque ça ne correspond pas du tout à ce que recherchent les recruteurs sur le marché du travail. Heu, Qu'est-ce que je peux ajouter? Donc, on arrive, vers la fin de ce podcast. Déjà, on a parlé de beaucoup de choses, mais c'était vraiment, hyper inspirant et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes talents, de futurs leaders qui nous écoutent, qui ont écouté, votre parcours. Parfois, on a des passions tellement diverses qu'on se dit que c'est impossible de combiner nos centres, d'intérêt en un parcours, cohérent. Vous êtes la preuve que, c'est quand même possible, voilà, de lier, diplomatie, protocole et puis, culture. Quels conseils pourriez-vous leur donner pour parvenir à combiner des passions, des centres d'intérêt qu'on voit comme, inconciliables, qu'on ne peut pas lier, entre elles? Mon profil, je pense que c'est assez simple dans le sens où, le dénominateur commun, c'est un peu, l'accueil de personnalités et l'organisation d'événements. Donc moi, j'ai eu assez de facilité, on va dire, à trouver le lien entre, ces 2 univers-là en m'appuyant sur, mes compétences, voilà, en hospitality, on va dire, en quelque sorte, pour accueillir toutes ces personnes-là. Pour les jeunes talents et les futurs leaders qui vont écouter ce podcast, je leur conseille de trouver le dénominateur commun entre, les secteurs dans lesquels ils veulent travailler. Par exemple, pour mon cas, le dénominateur commun, c'était vraiment, l'accueil de personnalités, la logistique, l'organisation d'événements. Moi, c'était assez simple, on va dire, d'aller d'un secteur à l'autre, puisque ces compétences-là, je pouvais vraiment les transférer, en fonction des événements sur lesquels je travaille. Ça, je pense que c'est très, très important. C'est voilà, une compétence, elle peut être utilisée dans différents secteurs. Il faut juste savoir la mettre en valeur pour que ça matche un peu avec, l'offre à laquelle on postule, avec, l'univers dans lequel on veut évoluer. Et sur l'adaptation plus précisément, parce que c'était le cœur quand même, de ce podcast, de cette interview, quelles sont selon vous les meilleures expériences, les plus formatrices, pour développer sa capacité, d'adaptation? On a parlé des expériences, à l'étranger, mais quelles sont selon vous, vraiment les expériences qui sont clés pour, développer cette compétence-là en particulier? Je dirais que le plus important, qu'on soit à l'étranger ou dans une structure, c'est de bien s'entourer, dans le sens où ce sont vraiment les interactions avec les autres personnes
qui vont, contribuer à notre adaptation, à nous aider en fait à faire face aux situations, à l'environnement. À l'étranger, ben, ça va voilà, des personnes qui vont, nous guider à comprendre comment, voilà, on vit dans ces pays-là, comment, on procède, quelles sont les voilà, les coutumes du pays. Dans le monde du travail, ça va être les collègues qui vont, voilà, nous orienter, nous présenter un petit peu comment fonctionne la structure, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc l'adaptation commence vraiment par un temps d'écoute, de compréhension, de lecture aussi, parce qu'il faut lire des documents et cetera, pour pouvoir, réagir, agir et réagir en fonction de voilà, de cette première source de connaissances qu'on a eue, via les personnes et les documents qu'on nous a donnés. Hem et après, ben, forcément l'adaptation, ça va être, en fonction de sa culture aussi personnelle, en fonction de ce que chacun, a vécu dans sa vie. Alors, dernière question, promis, c'est la dernière question, last but not least. Alors, si celles et ceux, qui nous écoutent, ne doivent retenir qu'un seul apprentissage tiré de votre parcours pour qu'ils puissent le garder avec eux, peu importe la trajectoire, les difficultés, qu'aimeriez-vous leur transmettre ici, maintenant? Un peu une sorte de boussole, tirée de votre parcours qu'ils pourraient garder, peu importe les événements de leur propre trajectoire. Hein. Alors, je vais essayer de dire quelque chose, je sais pas si c'est bien ou pas, mais pour conclure un petit peu cet, épisode de podcast, j'aimerais dire que la vie, c'est comme un bouquin. Voilà. C'est un livre, la vie est composée de plusieurs chapitres. Il y aura des moments joyeux, d'autres plus tristes, des périodes très difficiles, des périodes, très, prospères aussi, hein, bien sûr. Et en fait, il faut se dire que, même si un chapitre se termine, ce n'est pas la fin de votre histoire. Il y a toujours possibilité de poursuivre, en fait, la rédaction de ce livre-là. Il faut continuer et justement à l'écrire puisque c'est pas la fin. On peut toujours, voilà, changer l'histoire, faire intervenir d'autres personnes, changer un petit peu les décors de l'histoire et un livre, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire tout seul. On peut s'accompagner pour écrire les pages. On peut, voilà, communiquer avec d'autres personnes pour préparer son prochain chapitre, en fait, que ce soit des amis, de la famille, hem, des coachs aussi, hein. On peut faire appel à un coach pour, écrire son prochain chapitre de son livre et rien n'est fixe, en fait, dans ce livre-là de la vie. Tout peut être changé, tout peut être modifié de manière volontaire ou involontaire, hein, parce que, voilà, c'est pas forcément nous qui choisissons, comment, la vie va évoluer. Mais la seule règle, en fait, c'est de poursuivre l'écriture de sa vie, de continuer la composition, de ces chapitres-là, jusqu'à la dernière page, en fait, hein, qui arrivera quand on ne le saura pas au final. Donc c'est vraiment ça que j'aimerais transmettre aux auditeurs et auditrices, du podcast. C'est, voilà, de prendre son stylo et de poursuivre un petit peu la rédaction de sa vie au quotidien. Merci pour cette, belle métaphore de fin, de conclusion. Merci également pour, ce témoignage, authentique, très sincère. C'est un moment, d'inspiration pour, celles et ceux qui nous écoutent, un moment d'introspection aussi, qui invite chacun à réfléchir justement sur la façon de construire, son parcours et plus largement, sa vie. J'espère, Adriana, que vous avez pris du plaisir à participer à ce podcast, votre premier podcast. Et puis j'espère que nos auditeurs et auditrices prendront du plaisir à découvrir, votre histoire, votre parcours. Merci encore, Adriana, pour cette participation. À très bientôt. Merci à vous, Clémence.